Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur, salut Big Hostie. Donc là c'est le choc. Amber Whittaker, Khamzat Chimaev, peut-être la première défaite de Khamzat Chimaev, main event de l'UFC Fight Night Arabie Saoudite. La carte est surchargée. Pourquoi elle est surchargée? Parce que l'UFC a été grassement payé pour organiser cet événement à Riyad, et nous on ne boude pas notre plaisir parce que franchement ça va être très lourd. En tout cas ça s'annonce très lourd, et là on va parler du choc chez les middleweight. Khamzat qui a changé de catégorie depuis le non-combat face à Nate Diaz et sa pesée ratée, et Robert Whittaker qui est un contender de manière on va dire continue depuis maintenant 5 piges chez les middleweight. Et là il y a un statut à assumer du côté de l'Australien, et pour Khamzat Chimaev c'est essayer de poinçonner pour pouvoir avoir enfin un premier title shot en carrière. On va voir tout ça avec lui. Hostie, c'est parti, générique. Soit. Aujourd'hui, BetClick est le partenaire qui nous accompagne pour notre vidéo promo. BetClick, c'est l'appli officielle pour parier sur le MMA et le partenaire officiel de l'UFC, les gars. Et si tu veux vibrer lors de l'UFC Saudi Arabia, tu t'inscris sur BetClick avec notre code SUEUR. Ton premier pari est remboursé jusqu'à 100€ en free bet. S'il est perdant, le montant du remboursement est égal au premier pari et il est reversé en crédit de jeu non retirable. Par exemple, si vous voulez pimenter votre Fight Night et que vous voulez miser sur Robert Whittaker ou Khamzat, on voit que Khamzat a une cote de 1,38, donc si vous misez 20€, vous repartez avec 27,60€. Et attention les gars, on le répétera jamais assez, parier est interdit aux mineurs et le pari sportif doit rester un jeu. Il faut jouer en fonction de ses moyens, les jeux d'argent peuvent être dangereux, alors j'insiste bien là-dessus, j'insiste à chaque fois, gardez le contrôle. Petit point et pas des moindres, Rust, au niveau des cotes 1,38 chez BetClick pour Khamzat Chimaev et 2,78 pour Robert Whittaker. Oui. What? Oui. C'est pour ça que juste avant le podcast, je t'ai dit, bah attends, je vais t'en parler. Et il a fait une bonne petite vanne, il a dit que j'avais la cote. Et c'est toujours sympa, il y a des amis comme Rusty. Bref, 1,38 Khamzat Chimaev, il est donc favori et bien favori. Là, objectivement, si on parle purement terre sportif, ça n'a aucun sens. Parce que... On va en parler. On va en parler, bon, on est d'accord. On est d'accord, parce que j'étais en train de me dire, peut-être que c'est moi qui ai loupé un épisode, mais que les gens aussi aient conscience du truc, parce que je pense que là, il y a beaucoup de gens qui vont cliquer sur ce podcast parce que c'est Khamzat Chimaev, mais on est d'accord que sportivement, c'est le pire test pour lui. Et le plus gros déjà aujourd'hui, et en termes de style, stylistiquement, c'est le pire Robert Whittaker. Ah bah là, je vois difficilement comment ça pourrait être pire stylistiquement, parce que pour vous la faire en 3 mots et comme ça on va rentrer dans le vif du sujet, c'est un gars qui a peut-être la meilleure défense de takedown de la catégorie middleweight, Robert Whittaker, et on va avoir les stats à l'appui. Et puis même au-delà de ça, il y a les stats, mais il y a surtout ce qu'on a vu de tous ses combats depuis qu'il est en middleweight. Ça fait 10 ans qu'il est en middleweight maintenant. Meilleure défense de takedown peut-être de la catégorie. En plus, c'est pas comme si elle n'avait pas été testée parce qu'il a affronté des monstres comme Romero. En plus de ça, debout, il est extrêmement rapide, létal, mobile et compliqué à appréhender. C'est un vrai puzzle. C'est pas quelqu'un qui strike de manière orthodoxe, un peu comme, je sais pas, un mec qui ferait genre gauche-droite low kick et puis il reste en place. Non, il bouge énormément, il est insaisissable. Et dans tous les domaines, il est excellent, Robert Whittaker. Tous les domaines. Contrôle à cage, défense, attaque, takedown, attaque, défense, striking, attaque, défense, dans tous les endroits entre les domaines de prédilection. C'est-à-dire que dans le clinch, par exemple, entre le moment où il y a genre une défense de takedown et ils reviennent debout, il est très bon aussi dans ces phases-là qui sont un peu bâtardes. Il n'y a pas un endroit où il n'est pas d'élite Robert Whittaker. Élite. Genre meilleur du monde ou presque dans le MMA, en tout cas en middleweight. Et c'est face à ça que va se frotter Khamzat, dans lequel on a vu des limites. On a vu aussi, on va y venir, bien sûr, là je fais juste un résumé, on a vu aussi Whittaker mis KO par Dricus du Plessis, on va voir comment. On l'a vu parfois mis en danger, mais de manière générale, c'est un des profils les plus compliqués pour Khamzat là.
Commençons par le commencement avec ce domaine justement lutte-anti-lutte parce qu'on devrait avoir très rapidement des éléments de réponse lors du combat là-dessus avec un Khamzat Chimaev qui va, à mon sens, parce que Robert Whittaker est très dangereux debout, essayer de l'amener au sol et Whittaker, comme tu l'as dit, 82% de défense en takedown en carrière, forcément quand t'as affronté 2 fois Yoel Romero, que t'es pris des takedowns de Romero et que t'es remonté aussi à chaque fois tu t'es relevé, ça apporte un certain gage de, on va dire, de sécurité, mais pour moi une grosse partie du choc va jouer là-dedans. Est-ce que pour toi Khamzat va réussir à l'amener en eau profonde? Ben, en fait, c'est toute la question, mais en plus, l'espèce de truc un peu méta, c'est déjà, premièrement, est-ce que Khamzat va tenter de le mettre au sol, bien sûr, mais comment et à quelle intensité? Parce que ce qui est super intéressant, c'est que dans le combat contre Kamaru Usman pour Khamzat, avant Kamaru Usman, Khamzat faisait toujours la même chose. Il arrive sur toi, il te plonge dedans, tu ne lui échappes pas, il te met la main dessus, t'es mort. Il te met une intensité qui a noyé absolument tout le monde jusque-là. Et en fait, c'est même intéressant parce que c'est au point où Khamzat n'a même pas eu besoin de réellement développer, par exemple, une connaissance de cutter la cage, cadrer les gars, leur mettre la pression en les coinçant. Il n'avait même pas besoin de ça parce que même contre Ousmane au premier round, son takedown, littéralement, il le masque même pas, il essaie même pas de le cacher, juste il plonge dans les jambes et il est juste tellement fort, tellement technique et tellement d'intensité qu'il met dans les séances de scramble et dans le grappling qu'il arrive à faire ce qu'il veut de tous les combattants du monde, ou presque, parce qu'il a quand même survécu au premier round, Kamaru Usman. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a vu une grosse baisse de régime au deuxième et au troisième round dans le combat contre Kamaru Usman de la part de Khamzat. Il y avait potentiellement, je crois que ça n'a jamais été 100% confirmé, l'histoire de la main cassée de Khamzat contre Usman. Jamais confirmé. Donc c'est possible, mais enfin, au-delà de la main cassée potentielle de Khamzat contre Ousmane, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une énorme baisse de régime et que dès le deuxième round, quand vous regardez le combat, genre les 4 premières minutes du deuxième round, les deux se regardent presque sans rien faire pour récupérer. Et ça veut dire que pour la première fois, Khamzat avait réalisé en temps réel, qu'il ne pourra pas faire ce qu'il faisait contre tout le monde, contre les meilleurs du monde. Là, on parle genre top 3 mondial dans les catégories welterweight ou middleweight. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui va modifier son approche. Parce que tu peux pas, et j'ai entendu un analyste, putain, je sais plus lequel c'était, dans le anglophone, qui disait, en fait, le problème, c'est que là, il a réalisé, Khamzat, que tu ne peux pas, malheureusement, il y a des gens qui seront techniquement suffisamment bons pour te résister et ne pas se faire soumettre direct. Et tu ne peux pas physiquement, même s'il est connu pour son cardio à l'entraînement, Khamzat, dans le cadre d'un combat, tu ne peux tout simplement pas sprinter à fond pendant 5 minutes dans un combat. Donc là, c'est pas un sprint, c'est de l'intensité musculaire, de l'isométrie, des machins, mais en gros, il y va à fond pendant 5 minutes et il y a de grandes chances que ce soit ça qui le crève en fait, parce que du coup là il n'est pas arrivé à ses fins. Et surtout que le combat contre Whittaker, ce qui est important, ce sera en 5 rounds et Whittaker est extrêmement habitué à ces combats en 5 rounds et on rappelle qu'il a notamment eu ces 2 combats contre Yoel Romero où justement il a été mis au défi de la lutte et des phases de préhension, en tout cas surtout sur le premier combat puisque sur le deuxième Romero avait une approche complètement différente. Exactement. Et en fait, c'est là où on va pouvoir rentrer un petit peu dans l'art, mais c'est vrai que c'est là où c'est intéressant, c'est déjà premièrement, maintenant qu'il a goûté à ça, au fait que, ah merde, ça marche pas contre tout le monde, ça marche contre 99%, mais pas 100, est-ce que Khamzat va arriver avec la même intensité, le même game plan de j'arrive et je fonce? Et si Khamzat n'arrive pas avec ce game plan, comment est-ce qu'il arrive? C'est-à-dire qu'un Khamzat qui est un peu plus gestionnaire, qui arrive, oui, il va essayer de mettre la lutte en application, mais un Khamzat qui n'y va pas à 100%, est-ce qu'il est aussi efficace? Et c'est ça qu'on va pouvoir voir aussi. C'est ça qui va être intéressant, c'est quelle approche. Et sur purement la technique, effectivement, on a vu qu'il n'avait pas réussi à soumettre Ousmane alors qu'il a eu 5 minutes de contrôle Khamzat. Il avait taffé, même si c'était à 2 semaines, je crois, de préavis Ousmane, il avait salement taffé. Il avait énormément travaillé sur, quand il se met à 4 pattes, Ousmane, sur ses genoux et sur ses mains, de se mettre un peu en position comme ça, où il l'empêche d'avoir des frappes claires, parce que du coup, c'est difficile un peu plus de trouver un angle quand tu bouges un petit peu et que ton menton est engoncé au milieu de tes épaules. Donc, neutraliser. Il a difficilement, il s'est dit, ça va être difficile de me relever, Ousmane. Donc, il s'est dit, au moins, je vais neutraliser et essayer de ne pas me faire terminer. Et en mettant en place ces stratagèmes de juste nullifier l'action plus qu'autre chose, il a réussi à ne pas se faire soumettre pendant l'écrasante majorité du round.
Et il y a juste un moment où il a commencé à être extrêmement en danger, c'est quand il a essayé de se relever lors du premier round, et c'est là où en fait il s'est retrouvé sur ses appuis, donc sur ses deux jambes, Ousmane, avec Khamzat dans son dos, qui commençait là à avoir beaucoup plus d'ouverture pour essayer de chercher les étranglements arrière. Et à ce moment-là, il a vraiment eu chaud, Ousmane, il l'a senti, et du coup, c'est là où il a mis l'énorme slam. Mais donc, il a été obligé un peu, entre guillemets, de trouver une solution qui sorte de l'ordinaire, qui n'était pas purement technique pour se sortir du truc, parce que si jamais il se balançait en arrière, Khamzat, et que les deux se retrouvaient donc sur leur dos, là, c'était probablement très, très, très compliqué de survivre aussi efficacement qu'il l'avait fait jusque-là. Donc déjà, il y a ce truc-là que pourra utiliser Whittaker, et on sait qu'il est déjà extrêmement bon là-dedans, c'est rester le buste face au sol, et s'il faut se mettre dans des positions où tu nullifies plus qu'autre chose les attaques, tu empêches que Khamzat ne passe les bras sous la gorge, tu empêches qu'il te frappe de manière efficace, tu continues de bouger un petit peu et de lever les fesses pour qu'il continue de tomber vers l'avant, pour qu'il soit pas vraiment bien installé dans ton dos, mais qu'il soit constamment en train d'essayer de réajuster. Donc il y a des techniques dont on a vu qu'elles étaient efficaces pour nullifier de la part d'Ousmane que va pouvoir utiliser Whittaker. Et en plus de ça, la défense pure de takedown de Whittaker, déjà avant même d'être au sol, quand on vous dit que c'est ce qui se fait de mieux au monde, c'est en fait, il a même pas forcément besoin d'être extrêmement athlétique, de faire des grosses explosions physiques pour se sortir des situations, que ce soit avant même que le takedown n'arrive ou quand le takedown est enclenché, il a des manières de se sortir de absolument toutes les situations. Quand le takedown arrive, s'il a le temps de le voir venir, en gros, il met soit son bras, soit il pose sa main comme ça pour créer une distance entre vous deux que vous ne pouvez pas passer. Et ensuite, il se décale, il désaxe. Si jamais vous arrivez à mettre la main sur Robert Whittaker, il a un sprawl d'énormes bâtards. C'est extrêmement compliqué de réussir à choper efficacement, en tout cas à l'ouvert, les hanches de Robert Whittaker. Même quand vous réussissez à choper un single leg, une seule jambe, bah, il y réussit tellement bien que c'est que ça doit être efficace au plus haut niveau. C'est un peu la technique de la jambe morte, où en gros, quand tu lui as chopé une jambe, il se retourne, il te tourne le dos, et en gros, il enlève sa jambe un petit peu, voilà, comme, ça s'explique assez bien visuellement, technique de la jambe morte. Contre la cage, il est aussi extrêmement efficace. Même quand il est mis au sol, il se met en position de tortue, mais tortue active. Il se relève, il utilise ce qu'on appelle le wall walk, c'est-à-dire se relever en utilisant la cage, en mettant son poids contre la cage en même temps que tu te relèves. Ensuite, il est en clinch, il se désaxe, il sort ses hanches et il se retrouve au centre de la cage. Il n'y a pas un endroit où Robert Whittaker est mauvais et même n'est pas excellent dans toute la durée d'un échange que peut être un échange en lutte. Que tu lui aies mis la main dessus ou pas, que tu tentes un takedown de loin ou pas, il a des réflexes, des manières de se positionner comme un chat et des références techniques qui font que c'est un enfer de le mettre au sol. Et donc, tu l'as dit tout à l'heure, il a une défense de takedown de 82%. Déjà, le chiffre, ça fait plaisir, hein, c'est un beau chiffre, mais surtout, faut se dire, par exemple, quand vous prenez d'autres combattants UFC qui sont connus pour leur grosse défense de takedown, Yoel Romero, il est à 78% de takedown. Marvin Vettori, bah lui, 69%. Paulo Costa, 80%. Et là, on est vraiment sur ce qui se fait de mieux. Hein. Dricus du Plessis, je pensais qu'il était chaud en défense de takedown, en fait, pas tellement. Dricus du Plessis, par exemple, il est à 40%. Donc, au-delà de tous les moments, tous les extraits, et il y en a vraiment beaucoup où on a vu des gens essayer de mettre au sol Robert Whittaker, dont Yoel Romero, et l'y maintenir, et qui n'ont pas réussi, ça vous donne une idée à quel point le mec est performant et à quel point ça va être un enfer normalement en tout cas, pour Khamzat de le mettre au sol et l'y maintenir. Exactement, et on rappelle hein, le côté aussi qu'il y aura énormément de dépenses d'énergie pour réussir à le mettre au sol, et surtout il faut pas le faire trop tard et à un Exactement. moment qui n'est pas opportun. Demander à Derek Brunson qui a notamment affronté Robert Whittaker. Vas-y, reste. Et je finirai en 1 minute, mais comme ça on sera vraiment complet à la mise sur le sujet de la lutte. Déjà, on peut noter le fait que Dricus du Plessis a mis au sol et a fait du gros dégât contre Robert Whittaker au sol à la fin du premier round, mais ça venait d'une mise au sol qui était peu académique. Ils se sont retrouvés en clinch, position un petit peu bâtarde, et il a mis un bras-tête et une prise de judo à moitié pour mettre au sol Robert Whittaker et le mettre sur son dos et ensuite faire du dommage. Il a quand même réussi à le maintenir au sol suffisamment pour faire du dommage, et il y a des choses dont pourra s'inspirer peut-être Khamzat, mais la mise au sol en elle-même, elle était faite d'une manière à laquelle ne s'attendait vraiment pas, qui sortait de l'ordinaire de la part de Dricus. Et la deuxième et dernière chose, et je finirai là-dessus pour toute la partie lutte, c'est effectivement le fait que j'ai oublié ce que j'allais dire. Que Khamzat,
Qu'est-ce que je mais vais dire? moi je voulais ajouter justement pour Robert Whittaker, Ouais. c'est vrai, et pareil pour le takedown qu'il a subi contre Kelvin Gastelum. Je pense qu'aussi c'était à chaque fois deux combats où il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait ça, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, un peu plus récemment, hein, on a un Kelvin Gastelum qui est plus lutteur, mais sur le papier, tu t'attendais pas ça de leur part, un peu comme quand Conor il se fait surprendre d'entrée lors de la revanche contre Dustin Poirier. Alors que quand il affronte des gars qui sont vraiment lutteurs et qui sait que ça va arriver, bah là je le trouve vraiment bon courage. Vas-y, oui, tu voulais dire donc? C'est clair. Et la toute dernière chose, c'était le fait que les mises au sol de Khamzat, elles sont pas forcément originales, même pas du tout. C'est vraiment très classique dans le style de la lutte pour le MMA, adapté pour le MMA. C'est juste qu'il est très fort physiquement et qu'il est technique et qu'il met une intensité de malade. Mais la manière dont il met au sol, c'est même presque parfois étonnant tellement c'est même pas que c'est basique, c'est juste il y a pas, il le masque rien, il n'y a pas de setup ou quoi que ce soit. Parfois, il le fait en mettant des front kicks et du coup, les gars se relèvent et là, ils plongent dans les jambes, ce qui est vraiment intelligent. Mais contre Ousmane et contre beaucoup de gens, juste, comme il sait que quand il te met la main dessus, c'est terminé, il te plonge dans les jambes direct. Mais ça, on a vu que du coup, après qu'il ait commencé à y avoir un petit peu de fatigue, ça ne marchait plus aussi bien contre Ousmane. Et contre quelqu'un qui se déplace bien et qui voit venir les choses, qui a des très bons réflexes, qui est très technique comme Whittaker, des amener au sol entre guillemets aussi simples et qu'il peut voir venir, peut-être que ça ne marchera pas aussi bien. On rappelle, promis, je finis là-dessus, Whittaker, champion d'Australie de lutte en 2017 en moins de 97 kilos. Donc en lutte 1, il est chaud et il est chaud au niveau national. Il devait participer aux Jeux du Commonwealth intercontinentaux. C'est juste l'UFC qui a dit on a peur que tu te blesses, donc s'il te plaît, non. Mais il est très très chaud et il est chaud contre des gars qui sont de gabarit 97 kilos en lutte nationale. Enchaînons avec le striking, parce qu'on sait que c'est quelque chose Ouais. qu'apprécie particulièrement Khamzat Chimaev. Forcément, Whittaker, il y aura cette double menace du côté de Khamzat, parce que vous savez que le mec va chercher quand même à aller en lutte, donc ça ajoute toujours, et c'est ce qui fait que quand vous tombez sur des combats où sur le papier vous vous dites lui c'est un striker, il est bien plus fort que le lutteur, bah vous allez voir vos combattants préférés être mis dans des situations un petit peu plus difficiles parce qu'il y a cette menace qui est tout le temps présente en termes de takedown. Mais là normalement, honnêtement, ça devrait être le monde de Robert Whittaker. Normalement. En fait, il est oui, il s'est fait mettre en danger contre Dricus du Plessis, parce que notamment quand Dricus du Plessis s'était mis en gaucher et avec son jab, parce que Dricus du Plessis a une manière de striker, mais qui pour le coup est impossible à reproduire. Donc tu peux utiliser pour Khamzat le fait qu'en gaucher, en interception, le jab passait bien, notamment des jabs lourds que possède aussi Khamzat. Donc ça, c'est des détails dont il peut vraiment s'inspirer Khamzat. Pour le reste, s'inspirer du succès qu'a eu Dricus, je sais pas si c'est vraiment judicieux parce qu'il se déplace d'une telle manière impossible à répliquer que c'est difficile. Mais le reste du temps, effectivement, Whittaker, il est extrêmement mobile, on l'a dit, il est très léger sur ses appuis. Il va très vite, il fonctionne en ce qu'on appelle en blitz, donc en attaque éclair, notamment avec son jab. Donc il est droitier, il est en position de droitier, Whittaker, et avec son jab va extrêmement vite, il est laser et il fait vraiment du in and out. Avant même que vous ayez le temps de réagir, il est déjà venu vers vous, il vous a mis le jab, il est reparti, et si jamais il y a une réponse, normalement il a fait des mouvements de buste et des mouvements de tête qui font que la réponse passe dans les choux. Il s'est notamment fait contrer, encore une fois, par Dricus du Plessis, mais voilà, vraiment, je persiste à croire que c'est juste que Dricus, sa manière de frapper, sa mécanique de frapper, son timing, c'est trop spécifique. Et ensuite, il y a évidemment, même en kick, il est extrêmement efficace, que ce soit les front kicks ou les types Whittaker, mais même sa fameuse combinaison où il va te chercher en jab, puis direct du bras arrière, et qui suit avec son high kick. Elle en a mis plus d'un dans le mal, et bon, t'as beau savoir que ça arrive, il le fait à une telle vitesse et avec une telle expertise, parce que d'abord il te saupoudre, hein, c'est pas genre ça arrive direct, c'est d'abord il t'habitue à son jab, parfois il t'habitue ensuite à jab cross, et ensuite bah, quand tu le vois, quand tu penses que du coup la combinaison qui arrive à chaque fois c'est la même, il rajoute le kick et ça fait mal. Et de manière générale, effectivement, que ce soit en termes de rapidité, de timing et de science des déplacements et de science du striking au global, j'aurais tendance à mettre un avantage sur Robert Whittaker, qui a connu en plus beaucoup plus de strikers différents. Et même si il est efficace, le striking de Khamzat jusqu'à présent, comme on l'a vu, est relativement rudimentaire. Déjà, c'est quasiment exclusivement que de la boxe anglaise. Parfois, il varie les niveaux, c'est vrai, entre corps et tête, mais ça reste beaucoup de direct. Il fait extrêmement mal quand il touche, il frappe lourd, il a un très bon timing, mais il met pas beaucoup de low kick, ce qui pourrait pourtant être très utile contre Whittaker. On l'a vu dans le combat contre Cannonier.
Donc, s'il est trop classique dans son approche et qu'il n'a pas un timing un petit peu spécifique où il arrive à intercepter et voir les arrivées de Robert Whittaker, les blitz, ouais, j'aurais tendance à croire que ça va être compliqué pour lui de faire jouer égal debout. Eh bien, c'est parti pour le pronostic. Alors, Rusty. J'ai envie de dire, le rationnel m'impose forcément de choisir Whittaker. Parce que plus d'armes, parce que tout ça, parce qu'on a l'impression que. On a l'impression, non, c'est factuel. En middleweight, Whittaker, il ne perd que contre les mecs qui sont les champions. Donc, j'ai envie de mettre Whittaker et j'ai envie de mettre Whittaker. Je vois tellement pas Khamzat se faire terminer, il est trop dur, mais en même temps, si jamais il fatigue, je vois mal Khamzat aussi aller jusqu'au 5 rounds. Vas-y, on va partir du principe que c'est un Khamzat qui a du coup tiré les leçons du combat contre Ousmane, qui arrive en s'économisant un peu plus et en ayant plus un rythme pour les 5 rounds, et donc un Khamzat nouveau qu'on ne connaît peut-être pas encore et qu'on va peut-être découvrir. Et donc, je vais mettre une victoire de Whittaker par décision. Même si le destin me dit, ça, c'est normalement, c'est Khamzat. Le destin me dit ça, puisque normalement, c'est le nouveau qui arrive et qui doit être une superstar. Eh bien, moi, je crois au destin. Et moi, je crois en Khamzat Chimaev. Je vois Khamzat soumission premier round. Ouais. Je vois Khamzat soumission premier round. Non, parce que je pense vraiment que passer le premier round, je pense que Khamzat se fait terminer par Robert Whittaker. Et je pense c'est la première fois que Khamzat affronte un vrai middleweight. C'est la première fois que Khamzat affronte quelqu'un comme Robert Whittaker. Et je pense que il ne pourra pas gérer quelqu'un comme Robert Whittaker. Ce qu'il a fait contre Kamaru Usman, ce qu'il a fait contre Gilbert Burns, où en gros il se reposait vraiment sur son jab. Je pense que ça, tu fais ça contre Whittaker avec le niveau qu'a Khamzat malheureusement striking. Je pense que ça se termine très mal pour lui, avec la fatigue qui sera présente aussi. Et je pense qu'il a que ce premier round pour réussir à s'imposer face à lui. Et je pense qu'en fait, le combat contre Kamaru Usman lui a permis de tirer les leçons, mais en mode voilà, quand t'affrontes des gars comme ça qui ont cette habitude des 5 rounds, parce que le combat contre Kamaru Usman, moi je suis convaincu que tu rajoutes 2 rounds supplémentaires, il perd le combat. Sachant que, on rappelle, il y avait une égalité et 2 juges qui donnaient 2 rounds à A en faveur de Khamzat Chimaev. Et donc je pense que contre Robert Whittaker, en plus en 5 rounds, t'es quand même dans une situation où... Et c'est pour ça que, et je pense aussi que tu vois, ça fait partie de ces combattants, pas comme Johnny Walker, tu vois, mais tu lui enlèves, ou un Conor McGregor, tu vois, tu enlèves ce feu qu'il peut mettre au premier round, c'est plus du tout le même danger. Tu vois, et ça devient un peu un combattant ordinaire. Et donc, pour moi, il a tout intérêt à foutre le feu au premier et vraiment y aller à fond. Donc, en plus, et puis, il est dans une situation, Khamzat, faut quand même qu'il rappelle au monde un peu qui il est, tu vois, parce que ça fait 2 ans qu'on l'a pas vu de manière un peu impressionnante, et impressionnante c'était contre Kevin Holland, dans un contexte particulier où il avait manqué le poids, donc non. C'est pour ça que moi je vois Khamzat Chimaev y aller à fond, et soumettre Robert Whittaker au premier, et si ça ne se passe pas comme ça, je pense que Robert Whittaker le termine. Mais parce que c'est vrai que là, j'ai l'impression maintenant qu'on est en train de finir ce podcast, j'ai l'impression qu'on est effectivement très très pessimiste et qu'on a été que en mode voilà pourquoi Whittaker va gagner. Bon, c'est un peu le cas, mais il faut quand même, c'est vrai malgré tout, rappeler que s'il y a ce feu, il n'y a personne qui a réussi à résister déjà aux amener au sol. Personne. Et pourtant, on a beau dire c'était à 2 semaines de préavis pour Ousmane. Oui, c'est vrai. Enfin, c'est le premier round. Il était frais. C'est ça. Ousmane. Le premier round de Khamzat au premier round, c'est le meilleur combattant de la planète. Et ce qui est compliqué aussi avec Khamzat pour moi, c'est que la seule fois en fait où on l'a vu tester, ou en tout cas avec quelqu'un qui avait les armes pour lui répondre, c'était Gilbert Burns, et ça a été extrêmement chaud pour lui, avec encore une fois un premier round qu'il domine de la tête et des épaules. Il met un knockdown à Gilbert Burns, c'est vraiment, on se dit, enfin honnêtement, on partait pour une promenade de santé contre Gilbert Burns. Donc c'est pour ça que tu vois, moi je suis dans une situation où je me dis, c'est que la deuxième fois qu'il affronte un gars qui a un peu sa kryptonite sur le papier, première fois qu'il affronte un vrai middleweight aussi, et Khamzat, comme tu l'as très bien souligné, c'est un mec qui physiquement à chaque fois a des années d'avance sur la concurrence, et pareil, enfin je veux dire, Kamaru Usman, il a pas eu le temps d'avoir la carcasse d'un vrai middleweight. Donc c'est pour ça que pour moi c'est pas qu'on est pessimiste, mais tu sais, ça fait partie de ces combats là où on peut vraiment avoir juste de se rendre compte de la réalité de ah merde, oui en fait t'as tous ces éléments là qu'on n'avait pas, ou comme quand on en parle dans la catégorie lightweight où tous les mecs n'affrontent aucun lutteur à part le champion, et quand ils se tapent le lutteur, bah ça s'est plié en un round parce que c'est la première fois qu'ils se retrouvent face à ces mecs là. Khamzat, c'est la première fois qu'il va se retrouver avec un mec qui a le style anti-Khamzat et qui en plus
est dans la même, enfin, a le même poids que lui. Donc c'est tous ces éléments-là qui me font dire c'est quand même un peu chaud, mais bon, premier round Khamzat Chimaev, à chaque fois ce qu'il apporte, c'est du feu absolu. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et puis on a dit la stat de 82% pour Whittaker, mais c'est vrai aussi qu'il était, je crois, même à 100% avant d'affronter Khamzat, Kamaru Usman. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre vos pronostics en commentaire. Ceux qui auront vu juste, on les mettra lors du podcast recap. Enfin, certains évidemment, on va pas tous mettre. En tout cas, les plus précis. Et puis, shout out à My Sweet Pea. My Sweet Protein, moins 30% minimum, surtout My Sweet Pea. Avec le code La Sueur. Oh, magnifique! Et Holy Moly Révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation, boissons énergisantes, c'est en bout de c'est Made in Allemagne. On vient pour le voyage en plus. Ah bah, non, mais sauf que je l'ai pas là. Bravo. Code La Sueur 5 pour votre première commande, moins 5€. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code La Sueur 10, moins 10%. C'est